C'était le 4 août dernier, double explosion soufflait le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise. Ce soir, en exclusivité, le président libanais a accordé à BFM TV une interview exclusive de plus de 10 minutes. Vous allez le voir, il revient évidemment sur l'enquête, sur l'origine de ces doubles explosions. Il revient également sur la crise économique et sociale, sur les relations avec la France et Emmanuel Macron. Regardez ce document, il est signé Laetitia Soudi, Léa Delfoli, Juan Palencia, Médéric Soltani et Benoît Sarrad. À Beyrouth, à une dizaine de kilomètres d'ici, a eu lieu cette terrible explosion le 4 août dernier. 11 jours après, quels sont les premiers résultats de l'enquête sur l'origine de ce drame ? Bien sûr, nous avons la volonté de faire aboutir l'enquête très rapidement. Mais nous avons découvert que la situation est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que l'enquête ne pourra pas aboutir très rapidement comme on le souhaitait. Avant la démission du gouvernement et à ma demande, le gouvernement a demandé au Conseil judiciaire de s'occuper de superviser l'enquête et de désigner un magistrat indépendant afin qu'il enquête justement sur ce crime. Pour quelles raisons n'avez-vous pas voulu d'une enquête internationale ? Dans les faits, en fait, nous avons la présence d'experts internationaux, comme des Français, ou comme le FBI américain, qui justement nous aident, surtout en matière technique. Mais il faut également enquêter sur les éléments externes, les éléments extérieurs au Liban, afin de savoir et de découvrir pourquoi ce bateau qui transportait le produit chimique a finalement accosté ici et s'est retrouvé là. Mais justement, 3 jours après le drame, devant des journalistes, vous aviez évoqué plusieurs hypothèses. Une négligence, mais aussi une intervention extérieure avec un missile, avec une bombe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une piste qu'on peut écarter ou est-ce que toutes les pistes sont toujours d'actualité ? Toutes les hypothèses sont toujours d'actualité. L'enquête exige, à ma demande bien sûr, que nous puissions obtenir des images satellites afin de définir si l'explosion pourrait ou non avoir été provoquée par un missile, quelque chose qui aurait explosé dans les airs. Après cette explosion, est-ce que vous avez songé à quitter le pouvoir après ce drame qu'a traversé le Liban il y a 11 jours ? C'est impossible, car ceci nous conduirait à un vide du pouvoir. Le gouvernement a démissionné. Supposons que moi, président, je démissionne. Qu'est-ce qui assurera le suivi du pouvoir ? Ou en tout cas, qui assurera le pouvoir ? Si je démissionnais, il faudrait tout de suite organiser des élections. Mais la situation actuelle dans le pays ne permet pas l'organisation de telles élections qui permettraient de représenter vraiment le peuple. Des contestataires dans la rue, eux, disent qu'il faut un vrai renouvellement de la classe politique. Ils ont des mots très forts depuis le début des manifestations. Est-ce que vous avez entendu cette colère de la rue ? Bien évidemment. Moi, je suis issu du peuple. On m'appelle le père du peuple. Donc pour moi, c'est très dur de vivre cela, d'entendre cela. Je suis avec eux. Je partage leur douleur. Mais est-ce que c'était pas au rôle du père du peuple d'aller voir les victimes de cette explosion, d'aller dans la rue pour partager la peine de ces victimes, de ces sinistrés ? Mais j'ai visité le port.
le lieu de l'explosion. Je ne pouvais pas vraiment me mélanger au peuple. Mais j'ai suivi très attentivement tout ce qui se passe. J'en ai tiré une leçon. J'ai compris l'origine de cette colère, l'origine de tous ces sentiments. Malgré tout, certains Libanais que nous avons rencontrés redoutent que l'aide n'arrive pas dans leur poche à cause de la corruption qui existe dans ce pays. Comment pouvez-vous les assurer que ce qui arrive, l'aide étrangère, arrivera dans leurs mains, leur sera bénéfique? J'ai demandé pendant la conférence qui s'est tenue à Paris de nommer un comité des Nations Unies pour surveiller J'ai donc demandé à ce que l'aide envoyée par les pays étrangers soit donnée justement exactement là où il y en a besoin. Emmanuel Macron s'est rendu ici à Beyrouth 2 jours après l'explosion. 9 jours après cette visite, quel regard portez-vous sur cette venue? Très positif. Les Libanais ont beaucoup apprécié cette visite. Nous le remercions de nous avoir rendu visite très rapidement. Nous remercions Emmanuel Macron également pour ses sentiments vis-à-vis du Liban. Et nous le remercions aussi parce qu'il a pu voir personnellement l'ampleur des dégâts. Ceci, justement, l'a aidé à réunir la conférence de Paris très rapidement pour l'aide au Liban. Mais justement, au cours de cette visite, le président Macron a visité les quartiers dévastés. Il s'est retrouvé dans un bain de foule en votre absence et il a prononcé ces mots à un Libanais « Je comprends votre colère ». Comment avez-vous interprété cette parole? Emmanuel Macron a exprimé le vœu de voir directement la population sans qu'on l'accompagne, sans que je sois personnellement avec lui. Vous avez compris cette volonté d'aller voir le peuple, votre peuple? Oui. Et quand il a dit, toujours pendant cette visite, il a parlé d'exigence d'un ami qui se précipite quand les temps sont durs, mais pas pour donner des chèques en blanc à un système qui n'a plus la confiance de son peuple. Ce sont des propos assez forts à votre rencontre. Bien sûr, mais je comprends ceci. Le président Macron l'a dit par conviction. Et j'avais moi déjà justement commencé à donner des instructions afin que nous procédions à l'enquête criminelle. C'est une mesure très importante car nous voulons absolument désigner les responsables de la corruption. Vous ne vous êtes pas senti visé particulièrement par les propos d'Emmanuel Macron? Non, parce qu'il me connaît bien. Et quand il dit que lorsqu'il va revenir le 1er septembre, si vous n'avez pas fait un nouveau pacte social, si la classe politique libanaise n'a pas fait un pacte social, il allait prendre ses responsabilités. Est-ce que là, vous n'avez pas perçu ces phrases comme de l'ingérence, comme ce que certains ont qualifié d'atteinte à la souveraineté, à votre souveraineté? Parce qu'actuellement, cette... Vous savez, l'explosion a pris une ampleur internationale. Et nous œuvrons actuellement afin que toutes les décisions soient les bonnes décisions, qu'elles soient judicieuses. Je ne pense pas qu'il y ait ingérence dans nos affaires intérieures, au contraire. Je dirais que tout cela provient de l'amour qu'a le président Macron pour le Liban. Le fait que le président de la République française vienne 2 jours après l'explosion, revienne le 1er septembre,
pour vous, c'est avant tout une marque d'amitié, ce n'est pas une marque d'ingérence dans la politique libanaise, dans l'avenir du pays. Ce n'est pas la France qui veut décider de l'avenir du Liban. Lorsque quelqu'un vient et tend la main pour donner de l'aide, ceci ne s'appelle pas une ingérence dans les affaires de l'autre. Dans ce cas, il a le droit de donner des conseils afin que le travail soit bien fait. Quelle est la limite pour vous entre aide, amitié et ingérence? À quel moment il ne faut pas franchir un pas qui pourrait être délicat, maladroit? C'est l'aspect politique qui décide de tout. Lorsque nous décidons justement de prendre une mesure, lorsqu'on nous conseille de prendre une mesure, ce n'est pas une ingérence. Mais lorsqu'on s'immisce dans la désignation du gouvernement, là, il y a ingérence. Et est-ce qu'il l'a fait? Non. Mais justement, beaucoup disent que c'est parce que c'est le Hezbollah qui a le mot final dans la nomination de ce Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Quel rôle a vraiment le Hezbollah? Est-ce que certains le qualifient d'État dans l'État? Qu'est-ce que vous répondez? Non, pas tellement. C'est pas vrai. Parce que enfin, la nomination du Premier ministre, ça dépend de la majorité. Je me permets de terminer cette interview avec une dernière question qui est une question finalement d'actualité et d'actualité régionale. Cette semaine, c'est historique. Les Émirats arabes unis ont fait la paix avec Israël. Comment commentez-vous cet accord? Et deuxième question, est-ce que le Liban serait prêt lui aussi à faire la paix avec Israël? Ça dépend. Nous avons des problèmes avec Israël. Il faut les résoudre d'abord. Mais cet accord de paix, qu'est-ce qu'il signifie pour vous, pour le Liban? Comment l'interprétez-vous? Comment le voyez-vous? C'est un pays indépendant. Monsieur le Président Aoun, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. Je vous en prie. C'était la première interview du président libanais Michel Aoun depuis la double explosion qui a touché la ville de Beyrouth le 4 août dernier. C'était en exclusivité sur BFM TV. C'était une interview montée par Marine Scherer. Nos invités pour en parler, nous allons débuter avec vous. Jad Zah, vous êtes essayiste, auteur de La France est une chance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quelles sont vos premières impressions après avoir vu cette interview de Michel Aoun? Qu'est-ce que vous en retenez tout d'abord? Alors, c'est une interview où finalement il a dit relativement peu de choses. Si j'étais au Liban et que j'avais fait les mouvements de manifestation la semaine dernière, je dirais que c'est une interview totalement inutile parce que ce que demandent les Libanaises et les Libanais, c'est le départ de Monsieur Aoun. Et il est revenu dessus. Il a dit si je partais, qui prendrait le pouvoir? Et donc il n'a pas tort parce que quand on fait un processus révolutionnaire, on sait qui s'en va, on ne sait pas qui arrive. Après, moi je suis très marqué. C'est pas lui faire offense que de dire qu'il est pas né de la dernière pluie. Il a 85 ans. On le voit, la posture, il est plutôt fatigué. Et il a dit une phrase qui, en tout cas, à un moment, deux phrases qui m'ont un peu surprise et qui, je crois, résument beaucoup la situation. Il a dit « Je suis du peuple, on m'appelle le père du peuple ». Et quand votre journaliste lui demande « Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les personnes qui ont souffert de l'explosion ?» il a dit « Parce que je ne pouvais pas me mélanger au peuple ». Et je crois que en ces deux phrases-là, prononcées à quelques minutes d'écart, il a résumé toute la situation du Liban et la défiance qu'ont les Libanaises et les Libanais envers la classe politique, c'est que pour eux, pour les Libanaises et les Libanais, il ne fait plus partie de la classe politique. Faut rappeler qu'il est du peuple. Faut rappeler qu'il est quand même au pouvoir, en tout cas dans la vie politique libanaise depuis plus de 40 ans. Donc finalement, un président un peu essoufflé. Alors il tient les institutions entre guillemets, celles qui restent. S'il s'en va, peut-être le chaos après lui. Donc on comprend qu'il joue sur une ligne de crête. Voilà, c'est une interview significative pour nous en France parce qu'on se rend compte de l'état du pays. On a évoqué à la fin la question du Hezbollah. C'est une question majeure. Il y revient avec très rapidement, mais voilà, c'est une interview significative sur l'état d'esprit qui est le sien et le fait que c'est difficile en ce moment. On va donner la parole à Tarek Ouébé, vice-président du Conseil des Libanais de France. Merci monsieur d'être avec nous ce soir. Êtes-vous d'accord avec cela? Votre président est-il un peu fatigué? L'avez-vous trouvé en décalage avec la réalité de la situation dans le pays? Bonsoir, monsieur.
Il est très important de comprendre cette interview parce que, en fait, l'institution de la présidence de la République, c'est vraiment l'institution qui reste la plus importante par rapport à la garantie du pays. Et je pense que le général Aoun essaye de dire à la France et aux Libanais, il faut sauver la souveraineté du Liban. Il faut sauver la souveraineté du Liban. Et j'y insiste. Pourquoi? Parce que on voit bien un président qui ne peut pas, face à une classe politique qui connaît très bien cette classe politique aussi, et il est en train de nous présenter quelque chose que je pense les Libanais ne peuvent plus comprendre. Je pense que pour le public français, il souhaiterait vraiment écouter un président, parce qu'il y a tout un système d'aide qui commence à partir d'ici vers le Liban. La France a mis un élan extraordinaire pour le Liban, et je pense que cette interview aurait été plus importante dans le sens humanitaire, de dire que le Liban a besoin de la France. Je crois que les questions concernant Emmanuel Macron étaient, je pense, un peu, parce qu'il aurait pu aller avec Emmanuel Macron. La problématique du coronavirus aussi joue beaucoup. Puis en plus, le président a 85 ans quand même. Et je crois qu'à un certain moment, cette problématique de président qui est pas très aimé peut-être de la population lui fait défaut, et il a vraiment envie de faire en sorte que son mandat finisse avec toujours cette idée en tête de sauver la souveraineté du Liban, parce que vraiment, avec le discours qu'on a eu de Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah hier, ce fut vraiment extraordinaire, ce dépassement en disant on s'en fout de tout le monde, on est là, on a même besoin de la colère de nos partisans, parce qu'il ne faut pas lâcher cette colère, parce qu'on aura besoin d'elle plus tard. Et ça, c'est extrêmement important pour ce que j'appelle, moi, la structure constitutionnelle du Liban. C'est-à-dire, à un certain moment, on a peur que ce Liban commence à se vraiment désengager complètement. Et puis, je crois que le général Aoun, le président de la République actuellement, il n'a plus, je dirais, de donne. Et il a vraiment envie de construire ce gouvernement, enfin de construire, que les partis politiques arrivent à s'entendre pour avoir ce gouvernement qui pourrait sauver les 2 dernières années, sachant que la catastrophe est vraiment très grande. On va continuer évidemment de revenir sur cette interview du président libanais que vous venez de vivre en direct sur BFM TV. Nous allons tout d'abord faire un détour par Brégançon, où le président de la République Emmanuel Macron est en train de passer ses vacances estivales. On y retrouve notre envoyé spécial Angie Loata. Angie, bonsoir. Quelle est la position du président de la République Emmanuel Macron, la position de la France vis-à-vis du Liban ? Alors malgré des vacances, vous le savez, chargées, notamment avec l'attaque meurtrière au Niger, avec également au cœur de l'été la gestion de la crise liée au coronavirus en France, le président de la République suit attentivement et personnellement la situation au Liban. C'est ce que nous dit l'Élysée. Emmanuel Macron qui a eu, depuis son retour de Beyrouth, au téléphone Michel Aoun, le président libanais. Alors il y a eu une simple dissension entre les deux hommes. Il s'agissait de la question d'une enquête internationale. Vous le savez, Emmanuel Macron en voulait une. Michel Aoun, le président libanais, lui n'en voulait pas. En revanche, il ne se positionne pas publiquement, Emmanuel Macron, sur les questions de politique intérieure, notamment liées à la question de la démission du gouvernement au Liban. Emmanuel Macron qui suit particulièrement l'acheminement de l'aide humanitaire et les suites de la visioconférence internationale qu'il avait organisée depuis ici en visioconférence depuis le fort de Brégançon, 3 jours après sa visite à Beyrouth. Emmanuel Macron qui laisse finalement désormais son gouvernement aux affaires. Florence Parly, la ministre des Armées, s'est rendue à Beyrouth. C'était il y a 2 jours. Elle a tout de même eu un mot sur la politique intérieure, puisqu'elle a souligné la nécessité de constituer le plus rapidement possible un gouvernement de mission en charge pour une durée limitée de mener des réformes profondes avec efficacité. Voilà ce qu'a dit Florence Parly lors de son entretien, puisqu'elle a rencontré Michel Aoun, le président libanais, elle aussi. Et oui, Florence Parly sur le porte-hélicoptère Tonnerre, effectivement, arrivé dans le port de Beyrouth avec 700 hommes et du fret. Angie, que compte faire la France avec cette aide à destination du Liban dans les prochaines semaines ?
Alors dans les prochaines semaines, la France souhaite renforcer encore son aide humanitaire au Liban. Il y a d'ailleurs eu un nom qui a été donné de la part de Florence Parly. Elle a parlé d'opération Amitié, Florence Parly, auprès du Liban pour marquer encore plus cette volonté de la part du chef de l'État et de son gouvernement d'appuyer cette aide humanitaire. Je vous rappelle également qu'Emmanuel Macron, lors de cette visioconférence dont il était à l'initiative avec le secrétaire général des Nations Unies, Emmanuel Macron a insisté pour réunir l'ensemble des partenaires internationaux pour apporter cette aide humanitaire au Liban de la part de plusieurs pays et notamment des Nations Unies. Merci beaucoup Angie Loata à Brégançon avec Caroline Lenestour. Jad Zahab, je me retourne vers vous. On a entendu évidemment Michel Aoun évoquer cette relation avec la France, la visite d'Emmanuel Macron. Il l'a remercié d'ailleurs de s'être déplacé aussi rapidement. Comment avait été perçue cette visite de la France et cette aide de la France par les Libanais? Oui, le président Michel Aoun a même parlé français d'ailleurs. Il a tenté quelques phrases et à moins que je n'interprète les choses trop vite, je crois qu'il comprenait le français puisqu'il attendait même pas le temps de traduction. Donc oui, c'est une visite qui avait été très bien accueillie par les Libanaises et les Libanais parce que l'histoire franco-libanaise, c'est une amitié qui date de très nombreuses années et qui s'est construite au fur et à mesure des générations. C'est-à-dire qu'au Liban, on apprend la langue française dans toutes les écoles publiques. Ça a été dit, on l'a vu quand le président français était sur place. Beaucoup considèrent la France comme le grand frère du Liban. Donc effectivement, c'est une visite qui avait été très bien accueillie et Michel Aoun a d'ailleurs rappelé qu'il n'a pas considéré que les interventions du président étaient de l'ingérence. Il a dit quand un pays vient pour donner des conseils, ça n'est pas de l'ingérence. Il a raison. Il faut rappeler que l'aide humanitaire qui est en train d'arriver, qui a été débloquée par la conférence des donateurs la semaine dernière, 250 millions d'euros, elle n'a pas été conditionnée et c'est tant mieux parce qu'il y a une situation humanitaire très grave. Par contre, ce qui a été conditionné, c'est 21 milliards d'euros, 10 milliards d'euros de ce qu'on appelle le plan CEDRE et 11 milliards d'euros du FMI à plus long terme parce que c'est de l'argent de la communauté internationale à condition de réformes majeures, celles dont on parle, la lutte contre la corruption, la transparence du système bancaire, etc. Donc c'est une visite qui a été très bien accueillie et pour beaucoup ça a été un nouvel espoir parce que le président Aoun l'a redit, on peut comprendre qu'il n'ait pas été voir les Libanaises et les Libanais parce qu'il est contesté, mais le peuple libanais a été heureux qu'un chef d'État aille sur place et aille directement au contact et à de nombreux égards, le président Macron a pris à partie toute la classe libanaise face au peuple quand il était sur place il y a bientôt 10 jours. Tarek Wehbe, malheureusement, il va falloir terminer, mais une dernière question pour vous. Revenons sur cette enquête et sur l'origine de cette double explosion. Le président Aoun maintient l'hypothèse d'un missile. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on est dans la politique politicienne au Proche-Orient, là? L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Machnouk, a dit aussi que peut-être ce israélien, il y a quelque chose. Il y a aussi beaucoup de paramètres concernant, peut-être il n'y a pas les 2750 tonnes, il n'y en a que 1400 tonnes. Je pense que c'est une erreur très stratégique de ne pas demander, pas simplement de l'aide technique, il faut de l'aide technique, mais aussi une aide judiciaire internationale. Je pense qu'avec 2 décès de Français au Liban, le décès de l'épouse de l'ambassadeur des Pays-Bas, 43 Syriens, je crois 5 Égyptiens et des Éthiopiens, je pense que c'est très intéressant que la communauté internationale aide le Liban à constituer ce qu'on appelle une enquête internationale qui, toujours, je reviens toujours à cette histoire, il ne s'agit pas d'ingérence, il s'agit de vraiment aider le Liban à retrouver la vérité. Le gros problème qu'on a au Liban, c'est toute cette espèce de complexité qu'il y a, et on l'a vu avec le discours de Nasrallah hier, en disant « Ah, si vous voulez faire un tribunal international, ça va être exactement comme le tribunal de l'assassinat du Premier ministre Hariri, d'ailleurs, qu'on aura le 18 août, la décision finale de ce tribunal. » Donc en fait, il y a une peur intérieure qui va dans le sens où il faut protéger le pays, il faut protéger la paix intérieure dans le pays, et je pense qu'il serait vraiment très intéressant que le gouvernement qui va être constitué, qu'il aille vers quelque chose qui est une aide internationale réelle dans cette enquête judiciaire et pas simplement que de la partie technique. Merci beaucoup Tarek Wehbe, vice-président du Conseil des Libanais de France, d'avoir été avec nous pour votre analyse. Merci également à Jad Zahab, essayiste, auteur de La France est une chance, pour votre analyse sur cette interview de Michel Aoun, le président libanais que vous venez de vivre sur BFM TV.